Jamais Gilles, 47 ans, n'aurait imaginé devoir enquêter sur des proches de sa famille. Ah zut, elle passe par l'autre côté, c'est pas grave. Des enquêtes, ce détective privé en mène pourtant depuis plus de 20 ans pour le compte de ses clients. Elles prennent la station-service. Mais depuis plusieurs mois, l'affaire qui l'obsède et le tourmente jusqu'à l'empêcher de dormir concerne sa propre histoire. Gilles se dit victime d'une spoliation d'héritage. Une somme colossale. Des centaines de chèques, des dizaines de milliers d'euros auraient été débités des comptes bancaires du vivant de sa mère. 45 000, 30 490, 15 000. Nous avons collecté un certain nombre de preuves et d'indices où en tout, il aurait été détourné à notre mère de son vivant une très importante somme d'argent puisque nous avons établi cette somme aux alentours de 1 600 000 euros. Une véritable fortune. Car la mère de Gilles était une femme très riche. Elle possédait des immeubles à Paris et des terres en Picardie. À son décès, Gilles et sa sœur héritent du patrimoine immobilier, mais à leur grande surprise, les comptes bancaires de leur mère sont quasiment vides. En épluchant les relevés, Gilles découvre qu'à 82 ans, la vieille dame qui était alitée a réglé des factures pour la construction d'une piscine. Et jusqu'à la veille de sa mort, alors qu'elle était plongée dans le coma, son compte bancaire était débité pour régler des achats dans des magasins de bricolage ou de surgelés. C'est pas mal pour une dame qui était paralysée depuis 6 ans et qui ne pouvait pas se déplacer et qui ne bougeait pas de sa chambre d'hôpital. Si vous suivez les relevés, il y avait d'importants retraits, c'est-à-dire qu'elle trouvait dans un état grabataire le moyen d'aller trotter aux 4 coins de Paris pour aller retirer des sommes d'argent importantes, de 400 euros, de 200 euros. C'est tellement au-delà dans de l'entendement, quoi, quand vous voyez ça. Et c'est édifiant. Très vite, Gilles soupçonne un membre de sa famille, son oncle, le frère de sa mère. Un homme qui a partagé tous les grands événements de son enfance. Sa mère lui faisait confiance au point de lui donner procuration sur ses comptes en banque. Il se servait au quotidien, c'est-à-dire dans son quotidien pour acheter une baguette de pain, pour faire vacciner son chien, pour payer des choses anodines ou moins anodines. D'ailleurs, on était loin de penser qu'il y avait derrière une spoliation de cet ordre-là, à une telle échelle. Effectivement, à la fin, il ne restait plus rien. Gilles a bien reçu une partie des biens immobiliers de sa mère, d'une valeur de 750 000 euros, mais il s'estime spolié. Il veut savoir à quelle fin ont été utilisées les sommes importantes qui, selon lui, étaient sur les comptes bancaires. Il va mener une enquête, quitte à déclencher une guerre de famille. Comme Gilles, nous sommes des milliers chaque année à nous battre à cause d'un héritage. Qu'il s'agisse d'une petite somme d'argent, de quelques meubles ou même d'une maison, 9 Français sur 10 laissent un patrimoine derrière eux. Mais il arrive que ces successions se passent mal, car les sommes en jeu sont parfois colossales. Mensonges, trahison, vol. Une succession sur 5 se termine en conflit ou devant les tribunaux. Pour capter des héritages, les gens ont énormément d'imagination. Pendant 1 an, nos caméras ont suivi un homme, Gilles, et une jeune femme, Farah, pris dans la tourmente d'un héritage qui empoisonne leur existence et déchire les familles. Car dans 80% des cas, la spoliation d'héritage serait le fait d'un proche. Je suis complètement atterré, complètement atterré. Ce genre de manœuvre est absolument indigne. Nous suivrons le combat de Farah. Elle est la fille naturelle d'un des papes de la nuit parisienne, l'amie des stars dans les années 60. Mais depuis 15 ans, elle se bat pour récupérer une partie de son héritage, quitte à entrer en conflit avec les proches de son père. Je me demande à quoi il pense là en fait, enfin, ce qui se dit. D'autres Français se battent aussi, mais contre de puissantes institutions financières. Ils seraient des centaines de milliers à ne pas percevoir l'argent d'une assurance vie léguée par un proche. 3 milliards d'euros prospéreraient ainsi dans les coffres des compagnies d'assurance et des banques. Brigitte attend depuis des mois de toucher les économies que son père lui destinait.
La personne me dit que mon dossier il est clôturé. Je suis désolée quand même, un dossier clôturé alors que c'est un enjeu de 900 000 €. Enfin, nous avons aussi suivi Mathieu. Il est généalogiste. Avec lui, nous irons jusqu'en Albanie, à la recherche d'héritiers oubliés. Une aventure périlleuse, surtout lorsque s'en mêle la mafia locale, attirée par un éventuel butin. Qu'est-ce qui me prouve qu'on verra la couleur de l'argent? Je veux les noms, les prénoms et les passeports de tout le monde. Jalousie, conflits familiaux, batailles judiciaires, quand la succession tourne à la guerre d'héritage. Pour éviter les conflits, certaines familles sont prévoyantes. En France, un ménage sur 8 lègue une partie de son patrimoine avant son décès. C'est le cas de Jean-Luc, ingénieur, et Colette, professeur d'allemand. Ils ont tout juste 60 ans, mais déjà ils préparent leur succession. C'est ici, c'est ici. Cet après-midi, ils rendent visite à leurs 2 filles. L'aînée vient d'emménager dans cet immeuble. C'est au 4e étage, sans ascenseur. Laure a 28 ans, Julia, l'aînée, 31 ans. Waouh! Il y a encore du boulot, quoi. Un petit peu, il y a quelques travaux encore. Julia est la nouvelle propriétaire de ce 45 mètres carrés. Ça prend forme, hein. Ouais, toi t'as vu pendant les travaux Ouais, je regarde justement. Ici, donc ça va faire la salle à manger, etc. Je pense que ça va être assez sympa. Il reste encore un peu à trouver où mettre quoi. Si la jeune femme a pu acquérir ce 3 pièces en plein cœur de Paris, c'est grâce à l'aide financière de ses parents. Il y a quelques mois, Colette et Jean-Luc ont décidé de donner plus de 100 000 € à chacune de leurs 2 filles. Une somme d'argent qu'ils ont eux-mêmes héritée de leurs parents. On a participé assez largement. Et puis là, on sait qu'elle y est rentrée dedans il n'y a pas tellement longtemps. Ça fait toujours plaisir de voir que les enfants se posent, qu'ils ont leur cadre de vie, qu'ils sont bien dedans. Non, c'est très bien, super. En France, c'est en moyenne à 52 ans que les enfants héritent de leurs proches. Mais Colette et Jean-Luc n'ont pas voulu attendre pour faire ce don. Il y a quelques mois, ils ont dû faire face à la maladie de leurs parents, atteints d'Alzheimer. Et ils redoutent que cela ne leur arrive. Alors ils ont souhaité préparer leur succession tant qu'ils sont lucides. Malheureusement, on a vu, la déchéance mentale et qu'on ne pourrait pas, à ce moment-là, dans cet état-là, évidemment, le faire sereinement. Donc, on voulait anticiper, ça c'est clair, le faire tant qu'on puisse. Comme on a moins besoin en partie, même s'il faut réserver de l'argent, bien sûr, plus tard, on voulait répartir ça, on voulait faire ça communautairement au sein de notre petite cellule familiale. On a eu cette chance. Et pour que cette donation soit la plus transparente possible, Jean-Luc et Colette ont voulu qu'elle soit officialisée. Avec leur fille, ils ont pris rendez-vous avec leur notaire. Bonjour. Maître Cousigo les conseille depuis des années. Bonjour. Alors, je vous ai préparé les copies authentiques de ce son. Cet acte notarié, signé par les 4 membres de la famille, s'appelle une donation-partage. Il prévient tout conflit entre les héritiers. Tout est bon, tout a été régulièrement rejeté. L'intérêt d'avoir fait ce qu'on a fait, c'est que ça fige une fois pour toutes les sommes qu'on vous a données. Eh bien, vous serez toutes les deux à égalité. On a vu tous des exemples autour de nous, familiaux et amicaux, de gens qui s'entendaient même apparemment bien avant le décès des parents. Et ça peut être une petite cuillère en argent comme un manoir en Bretagne, mais qui devient la pomme de discorde et ça donne des histoires familiales qui parfois se prolongent sur des générations. Ah ouais, la grand-mère, elle avait donné à machin. Si on peut avoir réglé un maximum de choses avant que le moment le plus triste arrive, nous, ça nous enlèvera une très très grosse épine du pied. On pourra se concentrer sur l'amour qu'on a pour nos parents. Et bien sûr, c'est très juste. Au lieu de devoir signer des papiers, appeler des notaires, excusez-moi, s'occuper de formalités qui sont pas très réjouissantes, qui sont pour le coup très matérialistes. Si on pouvait se décharger d'une partie de ça. Selon la loi, chaque parent peut donner jusqu'à 130 000 € à chacun de leurs enfants tous les 15 ans. Et ils ne paieront aucun impôt sur cette donation.
Supposons que, dans quelque temps, on veuille transmettre d'autres choses. Par exemple, notre appartement principal. Je vous le conseille pas, je vois pas. Gardez la pleine maîtrise de votre résidence principale pour l'instant. On entend souvent « Oh, moi je suis vieille, j'ai plus de besoin ». Pas du tout. C'est à ce moment-là, justement, qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on n'a plus la force d'aller travailler, de survenir à ses besoins. Oui. Bien sûr, il ne faut pas trop se démunir. Je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Ça a beaucoup clarifié les choses. Des familles qui préparent leur succession dans une entente aussi chaleureuse, c'est assez rare. Merci. Car dans le secret des études de notaire, ce sont parfois rancœur et amertume qui s'expriment. C'est une journée particulière pour Gilles, le détective privé qui estime s'être fait spolier d'une partie de son héritage. Aujourd'hui, la mort dans l'âme, il s'est résigné à vendre la maison dans laquelle il a vécu avec sa femme et son fils pendant 10 ans, car il n'a pas assez d'argent pour payer ses droits de succession. Bonjour, monsieur Michelena. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Nina, ma collaboratrice. Il a rendez-vous avec des agents immobiliers. Avec eux, une cliente visiblement intéressée par la bâtisse. Alors, c'est une maison, comme je l'ai dit, qui date de 1626, dont certains éléments de l'ancienne maison ont été repris, notamment certaines poutres. D'accord. Gilles doit vendre sa maison car il a besoin d'argent. Sur l'héritage de sa mère, il doit payer 300 000 € de droits de succession. Mais il n'a pas de liquidité. Il nous a été donc escamoté 1 600 000 €, d'une part, en liquidité, qui nous aurait servi évidemment à payer des droits de succession et à nous acquitter des différentes taxes et impôts auxquels nous sommes assujettis. Il ne s'agit pas de faire pleurer, hein, je veux dire, il ne s'agit pas de se plaindre. Mais la situation est tellement ubuesque, elle est tellement extraordinaire que, effectivement, je pourrais me caractériser comme étant l'homme riche le plus pauvre de France. Finalement, cette dame ne va pas se porter acquéreur de la maison. Mais Gilles sait que sa vie de famille dans cette bâtisse appartiendra bientôt au passé. En attendant, il n'a qu'une obsession, rassembler des preuves pour confondre celui qu'il tient pour responsable de sa situation. Une enquête qui va durer des mois. Ce cauchemar autour de son héritage aurait commencé il y a presque 30 ans dans ce quartier chic de la capitale. C'est ici qu'il a grandi avec sa sœur, sa mère et son père, un militaire de carrière, dans cet immeuble bourgeois. L'appartement qui est occupé par mes parents, ce sont les dernières fenêtres au 4e étage, juste en dessous du balcon. Une vie paisible, jusqu'à ce que Gilles et sa sœur quittent le foyer. Leur mère a 55 ans. C'est à ce moment-là qu'elle se serait rapprochée de cet homme, qui, selon Gilles, aurait spolié l'héritage. Il aurait multiplié les visites au point de mettre à l'écart le père de Gilles. Elle et lui s'enfermaient dans le salon ou dans la salle à manger pour discuter pendant très longtemps d'affaires dont papa n'avait pas accès. On a bien vu, nous, qu'il y avait une symbiose entre ces deux personnages. Je dirais même, si j'allais très loin, qu'ils formaient quelque part un couple. L'influence supposée de cet homme ne va cesser de grandir, notamment à la mort du père de Gilles en 2009. Puis la santé de sa mère se détériore. Elle devient dépendante. Elle passe finalement les 6 dernières années de sa vie dans cette maison de retraite. Derrière ses fenêtres, l'homme serait devenu omniprésent. Gilles et sa sœur se sentent rejetés par leur mère. Au fil des mois, elle se montre de plus en plus distante. Dès qu'on arrivait dans la chambre, ça durait quelques minutes, elle regardait complètement ailleurs. Et suite effectivement à cette rapide entrevue, elle baissait la tête ou elle regardait par la fenêtre et puis c'était fini, l'entretien était terminé. Je voyais bien que maman était isolée, je voyais bien qu'elle répondait de moins en moins à nos sollicitations. À mon avis, il y a eu de la manipulation manifeste. Hein. Que s'est-il passé entre les murs de cette maison de retraite? Pour porter l'affaire devant les tribunaux, Gilles doit rassembler un maximum d'éléments contre son oncle. Ce jour-là, il a pris rendez-vous avec une des responsables de l'établissement. Il veut comprendre pourquoi sa mère l'a exclu des dernières années de sa vie. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Nous filmons en caméra discrète. Est-ce que vous me reconnaissez? Bien sûr. Gilles va faire ici de troublantes découvertes.
Vous savez que quand votre maman est arrivée ici, pour nous, elle est arrivée, elle était en instance de divorce. Qui vous l'a dit? Qui me le dit, monsieur? C'est votre oncle. Oui, parce que moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Gilles est surpris. À sa connaissance, jamais ses parents n'ont souhaité divorcer. Son oncle aurait aussi donné des ordres bien étranges au personnel. Vous ne devez rendre compte de rien du tout à qui que ce soit. Il a porté plainte contre moi, madame, pour d'avoir informé des enfants du décès de madame... Donc, C'est-à-dire qu'il vous avait, pour être très clair, il vous avait interdit, en cas de décès, d'informer les enfants, c'est-à-dire nous, du décès de notre propre maman. Donc, interdiction de nous appeler si maman mourait. D'accord, très bien. Merci de votre gentillesse, madame. Merci. Comment vous vous sentez, Gilles? En colère. Définitivement en colère. Gilles est meurtri, mais plus déterminé que jamais à prouver que son oncle se serait servi dans les comptes bancaires de sa mère. En France, chaque enfant a droit à sa part d'héritage. Mais qu'en est-il des enfants non reconnus? Farah a 20 ans, elle est étudiante en arts plastiques. Depuis 15 ans, la jeune femme mène un combat acharné pour récupérer une partie du patrimoine de son père. Ce père qu'elle idéalise est décédé quand elle avait 6 ans. Et il ne l'a jamais reconnu. Ça va? Zora, la mère de la jeune fille, a été pendant 10 ans la compagne du père de Farah, un acteur de comédie connu du tout Paris dans les années 80. Pour sa fille, elle a gardé précieusement quelques films dans lesquels il a joué. Tu veux qu'on le passe? Ouais. Tu veux regarder? Mais c'est bien ça. Voici le père de Farah. Il s'appelle Albert Minsky. Relax. Dans ce film, il donne la réplique au célèbre comique Jean Lefebvre. Alors, toujours en plein boulot, monsieur le directeur? Ah, si vous croyez que je m'amuse. Pourquoi il gardait la moustache là comme ça? Oui, il en était fier de sa moustache et il l'entretenait. Acteur à ses heures perdues, Albert Minsky était surtout l'un des papes de la nuit parisienne. Un bon vivant qui avait le goût de la fête. Dans les années 60, il dirige une célèbre boîte de nuit, l'une des adresses les plus courues de la capitale. Albert est l'ami des plus grandes stars françaises, Jean-Paul Belmondo, Charles Aznavour ou Johnny Hallyday. En voyant ces images, Zora est bouleversée. Depuis la mort d'Albert, emportée en 2000 par un cancer foudroyant, elle n'avait jamais trouvé le courage de revoir ses films. C'est sûr que j'ai pas pu les regarder. Une histoire d'amour qui a marqué sa vie. Zora a partagé les dernières années de la vie d'Albert. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le revoir vivant pour moi. C'est des souvenirs que je refoule et qui ressurgissent, forcément. À la naissance de Farah, Albert n'est pas là. Aux yeux de certains amis du show business, il est en couple avec une autre femme qu'il fréquente depuis longtemps. Alors Zora élève son enfant seule. Albert leur rend visite 2 ou 3 fois par semaine. Je suis désolée. Quand je suis née, il est venu me voir à l'hôpital? Pas à l'hôpital. Il est venu après, peut-être la semaine d'après. Et il était content quand je suis née? Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, il m'a dit c'est toi qui vois, tu fais comme tu veux, mais moi, vu l'âge que j'ai, me prend tout mon temps. J'ai bien compris qu'il n'aurait pas le temps de s'occuper de toi au quotidien, ça je l'ai bien compris. Albert ne vit pas avec Zora et sa fille, mais c'est lui qui paye chaque mois le loyer. La famille d'Albert et ses amis intimes connaissent l'existence de Farah. Albert assure à Zora avoir reconnu leur fille devant notaire. Il dit même l'avoir couchée sur son testament. Zora lui fait confiance. Mais à la mort d'Albert, pas la moindre trace de l'acte de reconnaissance. Et sur le testament, Farah n'apparaît pas. Officiellement, Albert n'a pas d'enfant. Farah ne peut donc pas prétendre à l'héritage de son père.
Or, Albert était riche. Entre sa boîte de nuit, un appartement parisien, un autre à Nice, des meubles de valeur, sa fortune s'élèverait à environ 2 millions d'euros. C'est à la mort d'Albert qu'a débuté une guerre féroce autour de son héritage. Il est enterré ici, dans ce cimetière situé sur les hauteurs de Nice. Peu après son décès, quand Zora apprend à des connaissances d'Albert qu'il a une fille, certains ne la croient pas. Une femme surtout refuse de l'entendre. Nous l'appellerons Nadine. C'est l'ex-compagne d'Albert, celle qu'il a fréquentée pendant 15 ans et qui est officiellement sa légataire universelle. Et elle contredisait tout ce que je disais, donc que Albert n'avait pas d'enfant, que j'étais une opportuniste. Et elle contrait tout ce que je faisais. Nous avons contacté Nadine. Elle a refusé de nous rencontrer, mais elle a accepté que nous interrogions son avocat. Ma cliente ignorait l'existence de cette personne. Monsieur Minsky a la connaissance de ma cliente, et donc à ma connaissance, n'a jamais manifesté de volonté particulière de reconnaître cet enfant ou d'entretenir avec elle de quelconque relation de père à fille. Nadine estime être l'unique héritière. À l'époque, pour conforter sa version, elle transmet à la justice des attestations de personnalités du show business, des témoignages de stars de la chanson française. Donc je vais vous lire ce qu'il indique. Je sous-signais, déclare connaître Albert Minsky depuis 40 ans et n'avoir pendant cette période connu que sa compagne et femme. Il me paraît donc inconcevable qu'une autre prétende avoir un enfant de lui, et tout cela me paraît impossible. En tout cas, il s'est opposé ouvertement à ce que tu sois reconnue. Puis mine de rien, la fille de son ami, soi-disant. Je sais pas, t'as une centaine de personnes qui sont contre moi finalement, alors que je les connais même pas. En 2002, après 2 années de bataille judiciaire, la mère de Farah obtient une première victoire. Pour effectuer une recherche en paternité, la justice ordonne l'exhumation de la dépouille d'Albert Minsky, comme lors de l'affaire Yves Montand en 1998. Cette procédure est exceptionnelle, très rare en matière de succession. L'ADN du défunt est comparé à celui de Farah, et le verdict tombe. Farah est bien la fille biologique d'Albert Minsky. J'étais soulagée. Enfin, la vérité est rétablie. Farah, reconnue comme la fille d'Albert, pourra donc hériter de son père, au même titre que Nadine, l'ex-compagne. Car depuis 2001, en France, une loi stipule que tous les enfants naturels nés hors mariage peuvent hériter de leurs parents dès lors que la filiation est établie. Je me demande à quoi il pense là en fait, enfin, ce qu'il se dit. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense de tout ça en fait. 15 ans après la mort de son père, Farah serait loin d'avoir perçu la totalité de son héritage. En 2006, elle aurait reçu 330 000 € alors que le patrimoine d'Albert serait estimé, selon Farah, à 2 millions. La jeune fille s'estime flouée et elle va bientôt découvrir que d'autres biens auraient dû lui revenir. Si certains se livrent des guerres sans merci pour une succession, d'autres n'imaginent pas qu'une fortune les attend quelque part. Derrière la façade de cet hôtel particulier travaillent des enquêteurs un peu spéciaux. On les appelle les chasseurs d'héritiers. Mathieu Andriveau, 39 ans, est le maître des lieux. Il est généalogiste. Depuis 10 ans, il parcourt le monde pour retrouver les bénéficiaires d'héritage. Un métier hors du commun, transmis par ses ancêtres. Ça, c'est mon arrière-grand-père, c'était la 4e génération, voilà. Et donc, ce monsieur faisait déjà le même travail que moi. Je ne suis qu'un passeur, et j'espère que derrière moi, il y aura d'autres générations qui feront et qui continueront à brandir l'étendard familial et à faire ce métier qui est passionnant. Sur cette bibliothèque,
200 millions de fiches d'état civil du sol au plafond, collectées par les ancêtres de Mathieu. Tous les ans, il traite plus de 150 dossiers. Le plus souvent, ce sont les notaires qui font appel à lui quand ils ne parviennent pas à retrouver les héritiers d'une succession. Aujourd'hui, il s'attaque à une affaire très ancienne que son père n'a jamais résolue. Nous avons ici un dossier qui est épineux, complexe, pour la bonne et simple raison que la personne est albanaise. Elle est arrivée il y a bien longtemps en France et elle est décédée célibataire en France. Et il va falloir se projeter en Albanie pour voir s'il reste des héritiers dans ce pays. Point de départ de l'enquête, ce courrier reçu il y a 24 ans par le père de Mathieu est envoyé par un notaire. Il réclame l'héritage d'un ouvrier albanais, Akik Elmaz, décédé en France en 1991. Les héritiers seraient une famille nommée Stafazani, qui vit en Albanie. Ces prétendus bénéficiaires sont-ils sincères ou s'agit-il d'une tentative d'escroquerie? L'enjeu est important, le montant de la succession s'élèverait à près de 104 000 €. Pour ce dossier, Mathieu va devoir mener une véritable enquête policière. Pour le moment, il n'a sous la main que cette photocopie de carte de résident et cette unique photo du défunt. Ce sont des petites informations, mais on va s'accrocher à ça pour pouvoir se projeter dans notre histoire. Comme de nombreux immigrés, Akik Elmaz est venu en France en 1939 pour échapper à la misère. Il était ouvrier pour les usines Peugeot. Il est mort à Poissy il y a 24 ans, sans femme ni enfant. À l'époque, il n'y avait aucun héritier connu. Mais ce courrier change peut-être la donne. Le principal, c'est que le droit soit respecté et que l'argent revienne à qui de droit, à ses héritiers qu'on retrouvera peut-être très loin. Selon la loi française, le délai de prescription pour percevoir un héritage est de 30 ans. Si les bénéficiaires sont introuvables ou s'ils refusent la succession, les biens reviennent à l'État. Mais pour trouver les éventuels héritiers de l'ouvrier, Mathieu n'a qu'une solution. Partir pour l'Albanie. À ce stade, il n'a pas le moindre contact avec les membres de la famille du défunt. Il n'a même pas la certitude de retrouver un héritier 24 ans après la mort d'Akik Elmaz. Sa mission semble particulièrement périlleuse. Gilles, le détective privé, poursuit son enquête. Il veut attaquer en justice son oncle, qui aurait selon lui spolié une partie de son héritage. Afin de constituer son dossier, il a pris contact avec une experte en écriture, une graphologue agréée par la justice. Il attend d'elle une réponse qui pourrait faire basculer son enquête. Je vais s'occuper de votre dossier. Merci. Je vous avoue que j'étais très impatient. Car Gilles a une intuition. Les dizaines de chèques signés par sa mère à la fin de sa vie seraient des faux. Il pense que son oncle aurait imité la signature de la vieille dame pour se servir dans ses comptes bancaires. Pour permettre à la graphologue de faire la comparaison, Gilles lui a donné des lettres écrites de la main de son oncle. J'ai classé par année. Donc ça, c'est assez intéressant en fait. Toutes celles que vous voyez en touche foncée, pour moi, ce sont bien de la main de votre mère. Et à partir de 2008, en vert, c'est uniquement qui signe. Là, on a des baies, vous voyez, ça commence à se voir. Là, j'ai un sommet très droit, très anguleux. Et là, chez votre mère, j'ai des choses beaucoup plus arrondies. Une des caractéristiques, vous voyez, des LOT qui sont très groupées. On les retrouve chez votre mère, celles qui sont nettement identifiées. Prenez les signatures en vert. Vous voyez que ce LOT est plus espacé. Donc si on résume, pour vous, c'est l'oncle. Oui. En tout cas, dans les différences que moi j'observe par rapport aux signatures de votre mère, je les retrouve dans l'écriture de votre oncle. J'ai la satisfaction de voir effectivement que nos soupçons ont été confirmés. On se dit, bah mon Dieu, ça va quand même très très loin. Cette expertise conforte la thèse de Gilles, mais elle n'aura de valeur juridique que si elle est confirmée par une autre expertise ordonnée par la justice. Chez vous. Et puis à bientôt. Au revoir, madame. Nous avons sollicité une interview auprès de l'homme que Gilles accuse. Il a refusé de nous rencontrer. Mais il nous a autorisé à questionner son avocat. Pour Maître de Kervé-Nawel,
son client n'a pas imité la signature de la mère de Gilles. Bah, écoutez, je pense que les signatures de Madame sont un peu compliquées comme les signatures des vieilles personnes, souvent qui sont un petit peu défaillantes. Mais encore une fois, moi, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire que c'est pas elle qui les a signés, ces chèques. Aujourd'hui, elle a preuve de rien du tout. Ce que je sais, c'est que mon client me dit qu'il n'a pas signé ces chèques, qu'il n'a pas fait ce qu'on lui accuse d'avoir fait et qu'il n'a fait que respecter les souhaits de sa sœur. Quelques jours plus tard, nous accompagnons Gilles en Bretagne, à Trébeurdin. Il y retrouve sa sœur, son alliée depuis la mort de sa mère. D'abord, le soutien de la sœur, c'est essentiel. C'est absolument essentiel parce que fatalement, vous remuez des choses qui sont des choses extrêmement personnelles. Et donc, si j'avais pas le soutien de ma sœur, je me demande bien même comment je pourrais faire. Angéline vit en Irlande, mais tous les ans, elle vient passer ses vacances dans cette maison. Coco, comment vas-tu? Il fait beau? Hein? Elle est professeure d'anglais. Elle a 3 enfants. Ça me fait plaisir de te voir. Bon, le temps est avec nous. Dès qu'ils se retrouvent, leur premier sujet de conversation, c'est toujours cette part d'héritage qui leur aurait été volée. Gilles et Angéline n'ont rien vu venir, car dans cette famille bourgeoise, l'argent était un sujet tabou. C'est assez culturel, ouais. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une famille où déjà les enfants ne posent pas de questions sur le patrimoine de leurs parents. C'est aussi indiscret de poser des questions chez nous à nos parents que si jamais vous le posiez les mêmes à un parfait étranger dans la rue, ça ne se fait pas. Ça pourrait laisser entendre que nous serions intéressés par leur patrimoine en vue d'eux, voilà. Alors qu'en fait, non seulement c'est pas qu'on n'était pas intéressés, c'est qu'on n'était absolument pas au courant d'ailleurs de tout le patrimoine. Du vivant de leur mère, ni Gilles ni sa sœur n'ont osé s'immiscer dans ces comptes. Et ils n'ont jamais soupçonné que leur oncle aurait pu profiter de la situation. D'autant que cet homme est auréolé d'une moralité au-dessus de tout soupçon. Ah, bah tiens, quand on parle du loup, là c'est bien lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il débouche une bouteille de champagne? C'est pas du vin de messe, hein, tu vois. Bon. Cet homme est un homme d'église, un prêtre. C'était le confident de la famille, celui qui prodiguait des conseils à tous. Gilles a choisi cet homme pour célébrer son propre mariage. Angéline lui a demandé de baptiser son fils. Leur mère buvait la moindre de ses paroles. C'était son directeur de conscience. Le fait d'être prêtre, ça lui conférait et une autorité, une qualité indiscutable. Elle avait toujours besoin de son approbation, même je pense au niveau de notre éducation quand on était petit. Si elle avait le moindre problème avec nous, elle l'appelait. C'est vrai, il faut lui demander de ce qu'il fallait faire. Tous les mercredis, il était à la maison. On parlait beaucoup de morale et de sens d'avancer dans la vie et ainsi de suite. Oui, il avait donné sa vie à la religion. Voilà. C'était sa vie aux autres. Il ne pouvait rien faire de mal. Gilles et Angéline ont beaucoup de rancœur contre cet oncle qu'ils respectaient tant et qui aurait trahi leur confiance. Trébeurdin, c'est le point d'ancrage de la famille de Gilles. Et à chaque période de vacances, ce père divorcé aime revenir avec son fils de 8 ans, là où il a passé son enfance. Attention! J'essaie de faire un ricochet. Essaye de faire un... Waouh! T'as vu ça? Tac, 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 5. Allez. Aux côtés de son fils, le combat de Gilles pour tenter de retrouver l'héritage perdu de sa mère prend alors tout son sens. Si on part du principe qu'il s'agit d'un patrimoine qui s'est volatilisé, bien ce patrimoine, en tout premier lieu, devait être transmis effectivement à mon fils. Donc tout ce que je fais là, je sais pourquoi je le fais, effectivement, à plus forte raison lorsque mon fils est devant moi. Aujourd'hui, Gilles se sent prêt à affronter son oncle. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, il est décidé à aller lui demander des explications, les yeux dans les yeux.
Paris, nous retrouvons Farah, la fille naturelle d'un des papes de la nuit parisienne, Albert Minsky. Elle a décidé de se battre pour récupérer sa part d'héritage. Une histoire douloureuse qu'elle n'aime pas évoquer. Mes amis sont très peu au courant, on va dire. Et je peux pas l'expliquer à tout le monde, c'est trop difficile. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent, donc je garde ça pour moi et j'en parle finalement qu'avec ma mère. Farah soupçonne Nadine, qui fut la compagne de son père pendant de longues années, d'avoir spolié une partie de son héritage. Elle ment et je veux prouver qu'elle est fausse, qu'elle ment sur tous les points du dossier. Farah a découvert qu'elle aurait dû percevoir une importante somme d'argent. Son père, patron d'une célèbre boîte de nuit, était également compositeur de musique de film. Chaque année, la jeune fille devrait donc toucher des droits d'auteur. En 2003, après l'exhumation du corps d'Albert, la justice a reconnu Farah comme sa fille biologique. Elle est donc une héritière légitime. Or, en 15 ans, elle n'a rien reçu. Farah décide de contacter la SACEM, l'organisme qui gère les droits musicaux. Bonjour. Alors en fait, ça concerne les droits de SACEM que touchait mon père, donc monsieur Albert Minsky. Vous êtes sa fille? Oui, je suis sa fille, voilà. De Albert Minsky? Oui, oui. Elle n'est pas régularisée, la succession. C'est qui? C'est l'ex-compagne de mon père, qui est légataire universel. Nous, quand on a un papier d'un notaire disant qu'il était décédé sans héritier réserve. Un réservataire, oui. Donc là, le notaire a fait une erreur. Justement, oui. Pas d'héritier réservataire, c'est-à-dire qu'Albert Minsky serait mort sans enfant. La SACEM n'a jamais été informée de l'existence de Farah par le notaire chargé de la succession. Pourquoi ce dernier n'a-t-il pas transmis le jugement du tribunal? A-t-il été négligent? Farah avertit aussitôt sa mère par téléphone. Il m'a expliqué que percevait tout, que c'était clairement une erreur du notaire parce qu'il n'avait pas, il leur avait pas fait part de l'acte de notoriété qui disait que je devais partager avec elle. Oui, mais pourtant ils sont au courant, c'est pas faute de leur avoir dit. Et même le nombre d'erreurs et le préjudice. Je vois plus tard. Afin d'avoir une explication, nous avons contacté l'étude du notaire chargé de la succession. Mais personne n'a souhaité nous répondre. Pour Farah, le combat continue. J'ai hâte que ça se finisse, oui, parce que j'aimerais bien faire autre chose de ma vie aussi, quand même. 20 ans, 13 ans de procédure, c'est assez lourd. Non, c'est pas facile à vivre, des fois. C'est fatigant. Quelques jours plus tard, Farah se rend à la SACEM, la société qui gère les droits d'auteur. Un juriste a accepté de la recevoir. Elle espère qu'il va l'aider à régulariser la situation. Nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer cet entretien. 1 heure plus tard, nous retrouvons Farah. Elle semble soulagée et victorieuse. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Donc, monsieur m'a très gentiment donné les comptes. Et donc, surprise ou pas, j'apprends qu'elle a touché 46 279 €. Sur ce document remis par la SACEM, les 46 000 € de droits d'auteur qui auraient été perçus par Nadine, l'ex-compagne de son père. Ma cliente n'a jamais vu arriver de somme correspondant à ses droits. Donc c'est un sujet sur lequel je ne peux pas non plus vous renseigner plus que ça. Il n'y a pas d'éléments particuliers à mentionner à ce sujet. Finalement, après vérification, l'avocat nous signale que sa cliente a reçu la somme de 3 891,44 € versée par la SACEM. Cette somme aurait été répartie entre les deux héritières par le notaire. Pour l'avenir, la SACEM a promis de rétablir la situation. Dorénavant, Farah percevra la moitié des droits d'auteur de son père.
La jeune fille est aussi convaincue qu'on lui a caché d'autres biens qui auraient dû lui revenir. Depuis son enfance, Farah est passionnée d'équitation. Elle sait que son père possédait des chevaux, mais elle n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. Non, moi, j'aurais bien aimé les garder parce que je suis... Voilà, j'adore l'équitation, j'adore monter à cheval. Il y a un an, elle écrit à l'organisme hippique qui lui confirme qu'Albert était bien propriétaire de chevaux de course. Et notamment un trotteur qui aurait même rapporté 76 000 € de gains. Selon Farah, le notaire chargé de la succession connaissait l'existence de ces chevaux. Pour preuve, ce courrier envoyé au notaire, dans lequel l'organisme hippique décrit précisément les noms des trotteurs qui ont appartenu à Albert. Mais il n'y en a aucune trace dans les comptes de répartition de la succession. C'est une faute, une faute délibérée du notaire. Parce que là, c'est pas une erreur. Parce qu'il est au courant. Il est au courant. C'est un préjudice qui se rajoute. Droit d'auteur non partagé entre les héritières, chevaux non déclarés dans la succession. Malgré nos demandes répétées, aucun des notaires en charge du dossier n'a accepté de nous recevoir. Farah et son avocate ont décidé de les attaquer devant les tribunaux pour faute. Un mois plus tard, pour la première fois de sa vie, Farah a décidé d'aller demander des comptes à Nadine, l'ex-compagne de son père, celle qu'il a fréquentée pendant 15 ans. Elle se rend à son domicile pour obtenir des explications. La discussion ne dure qu'une poignée de minutes. Puis Farah retrouve sa mère quelques rues plus loin. Alors, tu voulais la voir, tu l'as vue? Ouais, je l'ai vue. Ouais. On lui a demandé pour les chevaux, elle a dit qu'il n'y avait pas de chevaux. Première fois, elle dit qu'il n'y a pas de chevaux. Deuxième fois, elle dit non, mais tous les chevaux, ils sont à mon nom. Oui. Et alors que sur le courrier du trot, il n'y a aucun cheval qui a son nom. Non, tu voulais la voir quand même. Oui, t'avais envie de la voir. Oui, bien sûr, j'ai envie de voir le mec contre qui je suis en procès depuis 13 ans. Et celle qui a essayé de t'évincer. Elle a bien réussi. Réussi pour un moment. Entre Farah et l'ex-compagne de son père, le dialogue sur leur histoire commune est douloureux, voire impossible. Pour l'avocat de Nadine, sa cliente est avant tout une femme blessée. Bien évidemment, vous imaginez la souffrance d'une femme qui a été trompée, qui apprend fortuitement avec surprise, grande surprise, et pas forcément une bonne surprise, vous pouvez le concevoir, que Feu, son conjoint, a entretenu une relation, ne serait-ce que ponctuelle, avec une femme dont elle ignorait l'existence, relation dont la jeune femme dont on parle aujourd'hui est issue, avec toutes les difficultés subséquentes qui se sont révélées au fur et à mesure que cette jeune femme grandissait, notamment les procédures multiples, mais il n'y a pas d'animosité de la part de ma cliente à son endroit, d'aucune façon. Dans quelques mois, c'est pourtant devant les tribunaux que les deux femmes risquent de se revoir. Nous sommes en Albanie, un État des Balkans de 3 millions d'habitants, situé entre la Grèce et le Monténégro. Mathieu Andriveau, le généalogiste, vient d'arriver à Tirana, la capitale du pays. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci de m'accueillir, c'est gentil. C'est bien d'être venu. Il y retrouve son traducteur. Après 45 ans de dictature communiste, l'Albanie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Le salaire moyen tourne autour de 230 € par mois. Et Mathieu, avec son héritage de 104 000 €, représente un trésor qui pourrait attirer toutes les convoitises. Son aventure en Albanie promet d'être riche en rebondissements. Alors, est-ce que vous croyez qu'on aura un peu de difficultés dans les administrations? Est-ce qu'ils seront coopératifs avec nous? C'est dans tous les pays de l'Est, ex-socialistes, il y en a de la corruption, ils cherchent un peu, de l'argent dans ses poches, et puis voilà. D'accord. Le bakchich n'est pas quelque chose de totalement inconnu en Albanie. C'est ça. C'est ça ce que vous voulez me dire? C'est ça. Bon, très bien. C'est l'apprentissage de la démocratie. Voilà. C'est ça. Hein?
Direction Burgajet, à 400 km de là. Une petite ville près de la frontière kosovare, le lieu de naissance du défunt. Un trajet risqué, surtout la nuit. Vraiment, ici, dans le nord, c'est dangereux. Hein? Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qu'on risque? C'est les pirates de nuit. Le pirate des routes? Des routes. Ils sortent devant l'automobile avec des armes et puis ils s'arrêtent. Alors, si par hasard ils sortent, il faut pas s'arrêter. Il faut accélérer. Continuer, d'accord, donc s'il y a quelqu'un qui se met en travers de la route, voilà, je fonce. Le voyage sur cette route désertique va durer 4 heures. Ce soir-là, ils arriveront sains et saufs. Le lendemain matin, sur les hauteurs de la petite ville de Burgajet, avec l'aide de son traducteur, Mathieu Andriveau veut mettre la main sur les fiches d'état civil de la famille d'Akik Elmaz pour identifier ses potentiels héritiers. Pour cela, il met au point une stratégie. On va dire qu'on fait des recherches généalogiques, hein, mais on va omettre volontairement que c'est dans le cadre d'une succession. Il ne faut pas que ça sache, hein, c'est important. Oui, hein? J'ai bien compris depuis hier. Bon. Mathieu veut être le plus discret possible. Et pour cause, cette région du Nord n'est pas seulement réputée pour ses belles montagnes. Il n'y a encore pas si longtemps, c'était une plaque tournante du trafic de voitures volées en Europe, en particulier les Mercedes. Même si l'État albanais tente d'y mettre fin, la région est encore gangrénée par la mafia. L'héritage d'Akik Elmaz pourrait attirer d'éventuels escrocs. Mathieu se rend aux archives de la mairie. Il espère retrouver l'acte de naissance du défunt et, grâce à cela, remonter la piste jusqu'aux membres de sa famille. Pour retrouver les héritiers, il a 2 indices, 2 noms. Elmaz, celui du défunt, et Stafazani, celui de la famille qui lui a écrit et qui lui réclame l'héritage. Il lui faut donc se plonger dans des milliers de fiches d'état civil rédigées en albanais et sans jamais rien comprendre des conversations. Mais je vais comprendre à la fin. Mais il faut prendre le temps. Après 4 heures de recherche, le généalogiste a alors une intuition. Akik aurait utilisé le prénom de son père, Elmaz, comme nom de famille. Une pratique courante à l'époque pour les immigrés albanais qui souhaitaient faire oublier leurs origines. Il a changé de patronyme en France. Mais son vrai patronyme, c'est Stafazani. Le défunt ne s'appelait donc pas Akik Elmaz, mais bien Akik Stafazani, un patronyme malheureusement très répandu dans la région. 21 familles, donc... 21 familles s'appellent Stafazani. Oui, mais c'est... 21 personnes ou 21 familles? Non, familles. 21 familles. 21 familles, cela représente plusieurs centaines de personnes. Comment Mathieu pourra-t-il identifier les héritiers directs d'Akik? Mais ici, il y a une chose qui fonctionne à merveille, le bouche à oreille. Juste en sortant de la mairie, cet homme au téléphone surgit de nulle part, dit connaître un Stafazani qui a justement un parent décédé en France. Il serait même déjà en ligne avec lui. Mathieu est dubitatif. J'espère que ça ne va pas surtout remuer plein de choses au village. Ce genre de coup de téléphone, je suis généralement pas trop emballé que ça se fasse, quoi. Hein? 15 minutes plus tard, surprise. Le prétendu héritier est déjà là. Il affirme être un lointain parent du défunt et connaître certains de ses héritiers directs. Il est cousin de 3e ou 4e génération. Ah, oh là là, d'accord. Une famille descendue. Mathieu est méfiant, mais décide malgré tout de suivre la piste. Pour le moment, c'est la seule qui s'offre à lui. L'homme
les conduit en dehors du centre-ville, dans la campagne albanaise. Au bout de ce chemin de terre, une petite ferme. Et devant la porte, une femme, Sedidje, qui les attend. Ah, c'est gentil de nous accueillir, voilà. Dites à dame que c'est gentil de nous accueillir chez elle. Hein? Nous sommes honorés de votre visite. Vous êtes ici chez vous. Une petite maison dans un hameau, sans eau courante ni électricité. Ils sont 10 à habiter dans ces 2 pièces, au-dessus de leur étable. Comme la moitié des Albanais, cette famille vit du travail de la terre. L'argent d'Akik pourrait changer leur destin. Mais avant de leur annoncer la bonne nouvelle, Mathieu doit s'assurer qu'ils ont bien un lien de parenté avec le défunt. Alors que je comprenne qui est qui, en fait. Déjà, est-ce que les gens ont des cartes d'identité pour avoir leur carte d'identité? C'est important pour moi. Hein? Sedidje affirme que son mari décédé est le neveu d'Akik. Mathieu, méfiant, étudie minutieusement les papiers d'identité, le livret de famille et questionne la prétendante à l'héritage dans les moindres détails. Son mari est décédé. Est-ce qu'elle peut me donner la date exacte de son décès? 9 octobre 2011. 2011. Mathieu recoupe toutes les informations. Et au bout de 2 heures, il est formel. Cette femme dit vrai. Son mari, aujourd'hui décédé, était bien le neveu d'Akik. Sedidje et ses enfants sont donc des héritiers légitimes. Alors, je suis là pour une raison extrêmement simple, qui est une vieille histoire. Akik, oui. Voilà, monsieur, est décédé il y a une vingtaine d'années en France. Enfin, 20 ans après, on va pouvoir établir un arbre généalogique et que l'argent que détenait Akik en France puisse revenir à tous les membres de la famille. D'accord? Hein? Sedidje est très émue. Elle ne s'attendait pas à cette nouvelle. Je vous dois tellement à vous, monsieur. Et à l'État français, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis tellement émue, je ne trouve pas les mots. Moi, je ne suis que la belle-mère. Mais quel bonheur pour mes enfants. Maintenant, je peux mourir tranquille. Merci beaucoup. Hein. Mais pour Mathieu, il reste une dernière formalité à régler. Là, j'ai un papier à faire signer, c'est le moyen par lequel je me fais rémunérer. D'accord? Eh bien, il y a un pourcentage qui me revient, moi, pour gagner ma vie. D'accord? Ce pourcentage, c'est un pourcentage de 25%. D'accord? C'est l'ensemble des héritiers albanais d'Akik, une fois retrouvés par Mathieu, qui devront verser les 14 000 € d'honoraires. Sedidje ne sait pas encore combien elle va recevoir, car Mathieu va peut-être identifier d'autres héritiers. Et vous savez ce que vous allez faire de cet argent? Vous avez des désirs particuliers? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Tu pourrais planter un arbre à la mémoire d'Akik. Mais cette somme changera forcément sa vie. Et en Albanie, une bonne nouvelle, cela se fête à l'eau de vie. Au souvenir de Akik. Voilà. Mathieu va poursuivre sa recherche des héritiers d'Akik. Dans sa quête, il va devoir faire face à des hommes prêts à tout pour profiter eux aussi de ce pactole inespéré. Retour en France. Gilles se rend au domicile de son oncle, le prêtre qui avait procuration sur les comptes de sa mère. C'est la maison qui est ici, immédiatement à droite. La dernière fois que Gilles est venu ici, c'était il y a 4 ans avant le décès de sa mère. Depuis sa dernière visite, le pavillon aurait subi un léger lifting. La façade vient d'être peinte, donc ah oui, ça sent les travaux. Oh, la maison est toute belle, toute belle. Gilles se demande si ce n'est pas grâce à l'argent de sa mère
que l'homme aurait financé ses travaux de rénovation. Il pense qu'il aurait même pu s'offrir la construction d'une piscine dans le jardin. C'est en épluchant les comptes de la défunte qu'il a trouvé les traces de ses travaux de terrassement. Gilles cherche à vérifier que la piscine existe bien. Regardez, on ne voit rien du tout, il y a un mur. On voit rien. Tant pis. Mais il ne s'avoue pas vaincu. Direction la mairie de la ville, au service du cadastre. Pour avoir une preuve formelle de l'existence de la piscine, il va vérifier si un permis de construire a été délivré. Quelques minutes plus tard, il ressort satisfait. Il a été établi de manière formelle cette fois-ci que l'existence d'une piscine dans le fond du jardin, une piscine qui fait à peu près 6 mètres 0,3 et 3 mètres sur 3 mètres 0,2, donc une petite piscine rectangulaire. Sur ce relevé du cadastre, la piscine apparaît bien au fond du jardin. Elle est également visible sur cette image aérienne. Gilles est très en colère. Il décide alors d'aller frapper à la porte de son oncle. Depuis qu'il enquête, il n'a jamais osé se retrouver face à lui, face à ce prêtre qu'il a si longtemps admiré, cette figure d'autorité qu'il craint encore un peu. L'entretien va durer une dizaine de minutes. L'homme va balayer toutes ces insinuations et accuser Gilles de délire. Là, il fallait s'en douter, j'ai absolument rien obtenu. Il m'a accueilli, enfin si on peut dire, on peut parler d'un accueil chaleureux. Au minima, lorsqu'on voit son neveu, on lui ouvre sa porte. Là, non, même pas. Donc je suis un petit peu sidéré par ses réponses, qui ne sont même pas argumentées. Puis surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'une fois de plus, il essaie de reprendre l'ascendant sur moi. C'est-à-dire que je redeviens, effectivement, toujours l'éternel petit garçon qui n'a pas le droit de parler, qui n'a pas le droit de citer, et qui n'a pas le droit de demander des explications. Je suis complètement atterré, complètement atterré. Nous avons interrogé l'avocat de l'oncle sur les sommes importantes qui auraient appartenu à la mère de Gilles. Jusqu'à preuve du contraire, on a quand même le droit de faire ce qu'on veut de son argent. Il n'y a pas de diktat des enfants qui doivent imposer à leurs parents de dépenser leur argent de telle ou telle manière. Si madame a envie, encore une fois, de donner 1 million d'euros à une cause pour laquelle son fils est en total désaccord, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Où est le problème? Je veux juste qu'on m'explique où est le problème. Elle fait ce qu'elle veut. Pour l'avocat, la vieille dame n'a jamais été sous l'emprise de son client, ce que confirment les expertises. La mère de Gilles était saine d'esprit. L'oncle n'a pu commettre un abus de faiblesse. Gilles a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny. Il demande qu'un expert en écriture soit désigné afin de vérifier l'authenticité des signatures sur les chèques de sa mère. Une audience est prévue dans quelques jours. Retour dans la petite ville de Burgagette, au nord de l'Albanie. Mathieu Andriveau, le généalogiste, a rendez-vous avec Islam, l'intermédiaire qui a proposé de l'aider pour retrouver les autres héritiers de l'ouvrier albanais, Akik. Islam l'emmène chez lui. Il veut absolument lui montrer un document qu'il prétend essentiel. L'homme a dressé cet arbre généalogique de la famille du défunt. Est-il exact? Il se pourrait qu'à cet arbre, il manque quelques branches. Ah, il a mis que les garçons? Oui. Mais pourquoi ils mettent que les garçons? Mais pourquoi faire? Les femmes ne restent pas dans la famille. Moi, dans le cadre de ma mission, il est important que je retrouve tout le monde. En France, les hommes et les femmes ont les mêmes droits successoraux. L'arbre généalogique est donc incomplet. En le passant au crible, Mathieu fait une découverte intéressante. Mais à ce moment-là, il préfère garder le silence. Ce n'est que le soir venu, dans sa chambre d'hôtel, à l'abri des oreilles indiscrètes, qu'il se confie à nous. La chose la plus incroyable, j'ai retrouvé un autre frère du défunt, ce qui fait que la moitié de la succession va revenir à une personne qui était apparemment inexistante. La lettre de la famille albanaise que Mathieu a reçue certifiait pourtant que le défunt n'avait qu'un seul frère, Sejdin.
Mais selon l'arbre généalogique, Akik avait en réalité un deuxième frère, Faik. Un frère aujourd'hui décédé, mais qui laisse une fille unique aux États-Unis, Liliana. Elle aurait aujourd'hui 80 ans. Elle aussi doit toucher une part de l'héritage. Grâce à ma recherche, eh bien, j'ai mis en avant que cet acte notarié albanais est un acte notarié qui n'est pas valable puisqu'il est parcellaire. Hein. On n'a pas du tout tous les héritiers. Il est donc faux. L'acte notarié que Mathieu a reçu d'Albanie a donc été falsifié. Le généalogiste se rend compte qu'une partie de la famille a voulu lui cacher des informations pour ne pas partager la succession. Mais alors, qui est responsable de cette tentative d'escroquerie? Le lendemain matin, Mathieu a demandé à rencontrer un homme qui connaît les dessous de l'affaire. Cet homme, c'est lui. Il s'appelle Durim. Son père, aujourd'hui décédé, est l'auteur du document falsifié. Tu sais que tu as de la famille en Amérique? Oui, ils étaient au courant. Mais ce qui est à ma tante devrait me revenir. C'est une femme. À cette table, tout le monde était donc au courant de cette tentative d'escroquerie. Mathieu les a démasqués, mais il leur annonce cependant une bonne nouvelle. Durim va toucher une partie de l'héritage, car il est le neveu du défunt. Et soudain, la tension monte d'un cran. Islam, l'intermédiaire un peu trouble, veut des garanties sur le versement de l'argent. Qu'est-ce qui me prouve qu'on verra la couleur de l'argent? Je veux les noms, les prénoms et les passeports de tout le monde. Voyons, Islam, je crois qu'il y a un malentendu. Tu peux vérifier le nom de sa société sur Internet. Pourquoi ferait-il ça? Ce n'est pas un escroc. En France, ça existe, ça peut pas exister. Hein. Sinon, ça ferait longtemps que je serais en prison. Hein. Et ma société, ça fait 200 ans qu'elle existe. Finalement, Durim signe les documents qui lui permettront de recevoir sa part d'héritage. Après 2 semaines de recherche, Mathieu le généalogiste va finalement retrouver 23 héritiers de l'ouvrier albanais. Sur les 104 000 € de patrimoine, Sedidje, la paysanne, touchera finalement 3 600 €, l'équivalent d'1 an de salaire en Albanie. L'héritière américaine, la nièce d'Akik Elmaz, recevra, elle, 22 000 €. Et les autres membres de la famille se partageront l'argent restant. En France, dans le train qui l'éloigne de Paris, Farah a retrouvé le sourire. Il m'a donné son adresse, il m'a dit de passer. Enfin, voilà. J'étais contente. Grâce à ses recherches sur Internet, à de nombreux coups de fil et beaucoup de persévérance, Farah est sur le point de retrouver un bien qui a appartenu à son père il y a longtemps. C'est islandais, là? Ouais. Ça va, il est beau. Ouais. Hein? Ouais, ouais, il est... Quel âge il a maintenant? Il a 17 ans. 17 ans, ça va, il se porte bien. J'aimerais bien pouvoir le monter, mais rien que le voir. Je sais pas. Ouais, non, ça me fait plaisir. C'est dans la campagne, près de Saint-Nazaire, que Farah a retrouvé sa trace. Le nouveau propriétaire des chevaux, touché par son histoire, a accepté de la recevoir. Donc c'est lui? Oui. Ce cheval est pour Farah le souvenir vivant de ce père qu'elle admire tant et qu'elle a finalement très peu connu. Une petite victoire aussi sur sa rivale dans la succession, l'ex-compagne de son père. Je suis vraiment super contente. Je me rends pas trop compte en fait, que là je suis en train de monter un des chevaux de mon père. Pour moi c'est aussi une sorte de revanche. Oui, là je suis sur un cheval de mon père qui d'après n'a jamais existé. Donc oui, c'est vrai que pour moi c'est vraiment bien. 15 ans après la mort de son père,
Farah semble s'être réconciliée avec son passé tourmenté. Toutes ces épreuves l'ont même renforcée. Depuis notre tournage, Farah a déposé une plainte au pénal pour captation d'héritage contre l'ex-compagne de son père. Si l'héritage déchire parfois des familles, des centaines de milliers de Français doivent aussi se battre contre de puissantes institutions financières, les compagnies d'assurance et les banques. Ils seraient nombreux à ne pas percevoir l'argent d'une assurance vie, les économies léguées par un proche. Nous sommes à aujourd'hui à plus de 600 jours de non-paiement de ces contrats. C'est vraiment beaucoup de tracas. Selon la Cour des comptes, 3 milliards d'euros prospéreraient ainsi dans les coffres des compagnies d'assurance et des banques, en toute illégalité. C'est du vol. Non seulement on va tromper les morts, mais on va voler leurs bénéficiaires. L'assurance vie, c'est pourtant l'épargne préférée des Français. 60% des ménages l'ont choisi pour mettre de l'argent de côté. J'aime quand tout se passe comme prévu. Et surtout, j'aime préparer l'avenir. Pourquoi l'argent des assurances-vie n'est-il pas toujours reversé aux bénéficiaires? Que devient cette fortune oubliée? Montaigu en Combraille, un petit village tranquille dans le Puy-de-Dôme. Tu veux que je m'en occupe? Je vais m'en occuper. Non, je vais le faire. Occupe-toi de ta purée. Si Patrick a 68 ans, il est retraité. Sa femme Annie est infirmière. Il y a 4 ans, la vie du couple est bouleversée par une incroyable découverte. En rangeant de vieux papiers de ses parents, Patrick tombe par hasard sur une enveloppe bien cachetée. Alors c'est la fameuse enveloppe. Au départ, ça m'a intrigué. À l'intérieur, le retraité découvre un contrat d'assurance vie jauni par les âges. Son père l'avait souscrit en 1953. Le montant assuré était d'1 million de francs à l'époque. La clause bénéficiaire, si vous voulez, dans un premier temps, ce qui est normal, était destinée à son épouse, donc notre mère, et ensuite aux 3 enfants. Voilà, hein. Vous aviez entendu parler de ce contrat? Pas du tout. Vous savez, quand on était jeune, on ne posait pas de questions à ses parents. Ça, c'était pas des choses intimes, bien entendu, mais ça ne regardait pas les enfants. C'était des affaires d'adultes, si je puis dire. Voilà. Patrick n'en revient toujours pas. Son père est décédé à l'âge de 51 ans d'un accident de voiture. C'était en 1976. La mère de Patrick aurait alors dû toucher les 1 million de francs. Mais l'assureur ne verse rien. Et à la mort de leur mère en 2002, rien pour Patrick et ses frères. Tous ignoraient l'existence de cette assurance vie. Le contrat a été souscrit aux assurances Le Monde, une compagnie rachetée il y a longtemps par un des leaders actuels du marché. Et ce contrat s'est retrouvé oublié, voilà, tout bêtement oublié. Depuis 4 ans, Patrick se bat pour faire valoir ses droits auprès de cette compagnie. Le contrat s'élevait à 1 million d'anciens francs. Il espère toucher 200 000 euros. Courrier, appel téléphonique, toutes ces démarches sont restées vaines. L'assureur fait le mort. Pour moi, c'est un comportement malhonnête et un désintérêt vis-à-vis des clients, finalement, de cette compagnie. Je suppose que s'ils le font avec moi, ils le font avec tout le monde. Mais Patrick et sa femme ne baissent pas les bras. Ce matin, le couple a rendez-vous à Lyon avec la seule association en France qui défend les particuliers qui s'estiment floués par leur compagnie d'assurance. Bonjour madame. Ça va, monsieur Brugère? Bonjour. Merci d'être venu en tout cas. Allez vous installer. Jérôme Brugère, son fondateur, reçoit les victimes chez lui. Voilà, asseyez-vous. Il a longtemps été gestionnaire en patrimoine dans une très grosse compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est devenu la bête noire de ses anciens employeurs. Ça, c'est les originaux, là. Ce sont les originaux. Faut pas les perdre, alors. Hein, non. Les originaux sont précieux, car Jérôme Brugère se demande si l'assureur a conservé ce vieux contrat. Vous savez, en 1953, l'informatique n'existait pas. Je pense qu'il y a belle lurette qu'ils ont fait des feux de joie avec. Hein. Les papiers, à mon avis, sont passés à la trappe. Pour tirer les choses au clair, Jérôme Brugère se propose de contacter directement la compagnie d'assurance. Oui, bonjour madame, monsieur Brugère, président de l'EDAB, l'association d'information et de défense des assurés bénéficiaires. Je me permettais de vous appeler parce que voilà, je suis en présence de bénéficiaires de contrats d'assurance vie. Qu'est-ce que vous avez comme
Alors, le référence contrat, c'est le 4 2. Alors, on les a pas, c'est sûr, mais ce que je voudrais, c'est pas... Ah, attendez, j'ai un doute. Par contre, j'ai trouvé des choses. Je sais. L'assureur n'aurait pas conservé le contrat d'origine, mais l'interlocutrice trouve quand même la trace des courriers envoyés par Patrick. Au regard des documents, le contrat était à terme le 17 septembre 83. L'assuré est toujours en vie. Nous pouvons confirmer à l'agent... Ah non, je vous rassure, l'assuré n'est plus en vie. Hein. C'est incroyable. C'est Jérôme Brugère qui apprend à l'assureur le décès du père de Patrick, mort il y a 40 ans. Normalement, aurait dû toucher le bénéfice du contrat la maman de M. Mansa, ici présent. Mais il faut savoir, je vous donne une information aussi, que Mme Mansa est décédée. Vous voyez, le temps passe, et nous ne sommes pas immortels. Alors moi, ce que j'ai envie de faire dans ce dossier-là, c'est de faire un dossier réclamation. D'accord, ben c'est très gentil de votre part. Et puis, comme on dit, affaire à suivre. Hein. Petite victoire, après 4 ans de démarche, l'assureur semble enfin prêt à étudier le cas de Patrick. C'est étonnant quand même, non? Enfin, je sais pas, c'est scotchant quand même. Déjà, on voit qu'ils n'ont pas ouvert de dossier malgré les appels de monsieur. En gros, rien à foutre. Rien à foutre. Et d'abord, pourquoi? Parce que d'abord, ils n'ont rien, ils n'ont pas de traces, ils n'ont pas de preuves. Elle ne connaît même pas Le Monde. Ça veut dire que tous les gens qui ont un contrat Le Monde, bah, ils sont marrants, hein, entre guillemets, puisque eux-mêmes, ils ne les connaissent pas. Voilà. Bien. Allez, eh bien écoutez, je vous accompagne. Merci de nous avoir... Merci d'être venu, voilà. On va espérer que ça aboutisse. 40 ans après le décès de son père, Patrick pourrait-il enfin récupérer l'argent qui revient à sa famille? Le retraité n'est pas au bout de ses surprises. Comme Patrick, des centaines de milliers de Français ignorent l'existence de contrats d'assurance vie souscrits en leur faveur et ne touchent pas l'argent qui leur est dû. De leur côté, les assureurs évoquent des difficultés pour retrouver les bénéficiaires après le décès de leurs assurés. Mais en matière d'assurance vie, c'est en fait dès le début, lorsque nous souscrivons un contrat, qu'il faut être très attentif. Car au cœur de ce contrat, il y a une clause qui est la clé de tout. On l'appelle la clause bénéficiaire. On y désigne les proches qui hériteront de nos économies en cas de décès. Pour être sûr que l'assureur les retrouve, il faut un état civil complet, nom, prénom, mais aussi date et lieu de naissance. Si cette clause est mal remplie, vos proches ne toucheront peut-être jamais votre argent. Or, certains assureurs, certaines banques ont longtemps organisé le manque de clarté de cette clause. C'est ce que nous explique cet homme qui souhaite rester anonyme. Ancien courtier en assurance vie, il a fait signer des milliers de contrats. Il connaît toutes les ficelles des compagnies. Là, par exemple, c'est un des assureurs pour qui vous avez travaillé? Oui, exactement. J'ai travaillé pour cet assureur, un grand assureur. J'ai travaillé aussi pour un courtier et pour une agence bancaire. Donc pendant 10 ans, j'ai vendu de l'assurance vie. Selon lui, c'est parfois volontairement que les clauses bénéficiaires sont incomplètes. Il a par exemple vendu pendant des années un contrat, récemment retiré du marché, dans lequel le lieu de naissance n'était jamais demandé. Ce contrat d'un très grand assureur, nous l'avons retrouvé. Pour désigner les bénéficiaires, un emplacement est prévu pour le nom, la date de naissance, mais rien pour le lieu. Une information pourtant essentielle. Donc monsieur François Dupont, né le 16 janvier 73, il est né où? Les homonymes, ça peut arriver. Donc on ne sait pas, il n'existe pas. Et au final, personne n'aura cet argent, ça restera dans la compagnie. Je l'ai signalé à ma hiérarchie, mais ça ne les intéressait pas. C'était pas leur souci. Tout va bien, vous remplissez comme ça, il manque la ville, c'est pas grave. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on revienne avec des chèques. Les clauses bénéficiaires, tant mieux si on revient avec, mais c'est pas ça qui leur fera gagner leur vie. L'assureur ne met pas toutes les chances de son côté, on va dire, pour être sûr de retrouver les bénéficiaires. D'après vous, c'est quelque chose d'intentionnel? En tout cas, c'est énorme comme faute. Disons le mot, c'est du vol. Non seulement on va tromper les morts, et on va voler leurs bénéficiaires. Une tromperie organisée, les accusations portées contre des compagnies d'assurance sont graves. Nous avons donc cherché à obtenir des explications auprès des principales banques et assureurs du marché. Mais visiblement, le sujet des assurances vie non réglées dérange. On s'est eu la semaine dernière concernant les assurances vie en déshérence.
Papa, on ne va pas participer au reportage. Je pense que c'est qu'on va dire non. Ah bon? On vous a dit que c'était un sujet trop polémique, c'est ça? Ouais, non, c'est compliqué. C'est un peu compliqué comme sujet. Ne faites pas s'exprimer sur ce sujet actuellement, quoi. Enfin, voilà. Vous savez que c'est un sujet super intéressant, mais c'est un sujet un peu sensible. J'ai personne qui pourra répondre là-dessus. Personne ne souhaite s'exprimer. Silence radio du côté des assureurs. Maurice Roulin est un ancien cadre d'une grande compagnie d'assurance, aujourd'hui à la retraite. Responsable pendant des années du règlement des contrats d'assurance vie au décès des assurés, il a été au cœur du système. C'est le seul qui ait accepté de nous parler. Il nous a donné rendez-vous dans un hôtel, par souci de discrétion. Et il confirme que pendant des décennies, banques et assurances n'ont rien fait pour payer tous les bénéficiaires. La consigne était même de ne pas entamer de recherche. On considérait que le contrat devait être, entre guillemets, réclamé par les bénéficiaires pour qu'on le paye. C'était la pratique. Donc, si les bénéficiaires n'avaient pas connaissance, ils ne pouvaient pas le réclamer. Donc, quelque part, on tournait. C'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Pourtant, en 2008, une loi est votée. Elle oblige les assureurs à rechercher les bénéficiaires. Alors, pour solder les milliers de contrats en souffrance dans la compagnie, Maurice suggère d'embaucher du personnel. Au regard du temps de traitement qu'il fallait qu'on fasse. Et j'avais dit, moi, il me faudrait au moins, pour qu'on fasse notre travail correctement au regard de la loi qui va nous tomber sur le dos et puis qui est élaborée de cette façon-là, il nous faudrait au moins 20 à 30 personnes d'une manière complètement, enfin, qu'on soit totalement presque à l'aise pour le faire. Ouais, j'en ai eu 10. Et je sais très bien qu'avec 10 personnes, ça ne serait pas suffisant. Je n'étais pas en capacité de pouvoir faire le travail correctement. On était quelques-uns à s'exprimer par rapport à ça, mais on n'a pas été écoutés du tout. Même parfois, on nous aurait souri un petit peu au nez, quoi. 53 personnes. Une équipe insuffisante dans un service qui avait en moyenne 200 000 contrats à traiter. Et des dirigeants qui auraient ignoré les alertes de leurs salariés. Résultat, en 2013, d'après certains experts, la société de Maurice détenait toujours plus de 450 millions d'euros non reversés aux bénéficiaires. Des assureurs qui ne recherchent pas les bénéficiaires de contrats à la mort de leurs clients, c'est déjà choquant. Mais il arrive que parfois, ces personnes bien qu'identifiées ne parviennent pas à se faire payer ce à quoi ils ont droit. C'est ce qui arrive à Brigitte, assistante maternelle, et à son mari Alain, maçon à la retraite. Depuis 2 ans, ils attendent le versement de 600 000 €, une fortune léguée en assurance vie par le père de Brigitte, qui tenait un commerce dans le village. Toute une époque dont Brigitte est aujourd'hui nostalgique. Voilà. Oh ben là, il y a de tout dans cette boîte. Là, ils sont tous les deux, papa et maman. Le père de Brigitte, petit entrepreneur local, a d'abord ouvert un commerce de vélos. Puis il a vendu de l'électroménager. Une affaire prospère pendant plus de 30 ans. Ah oui, tous les petits appareils ménagers, les casseroles, les chauffe-pieds électriques, là, tu sais, regarde là, les grille-pain. Papa a tout créé. Il n'avait pas un sou en poche, comme il disait toujours. Il n'avait rien, je suis partie de rien. Et il a travaillé. Travaillé, et beaucoup travaillé. Et papa donc, est décédé en mars 2013. Et quand, bien sûr, on a découvert... on savait qu'il y avait des assurances vie, mais quand on a découvert la somme, on a été très surprise. Le montant de l'assurance vie, quand on a appris, était environ autour de 900 000 €. Et moi, bénéficiaire d'environ autour de 600 000 €. Donc, vous imaginez le choc que ça m'a fait, parce que franchement... Des désaccords familiaux ont conduit l'assurance à bloquer le versement. Et la compagnie, qui aurait dû régler les capitaux au plus tard 2 mois après le décès du père, utilise ce prétexte pour ne pas payer. J'ai beau écrire... Je n'ai pas de réponse, on ne me répond pas ou on me répond banalement. Le dernier courrier que j'ai reçu, la personne me dit que mon dossier il est clôturé.
Je suis désolée quand même, un dossier clôturé alors que c'est un enjeu de 900 000 €. Comme me clôture le dossier, pour ma part, c'est grave, hein, quand même. Je me fais du souci. D'autant que la justice a tranché. Il y a un mois, elle a condamné la compagnie d'assurance à payer sous 8 jours. Malgré cette décision de justice, Brigitte n'a toujours pas son argent. Depuis 2 ans, elle appelle régulièrement l'agent local chez lequel son père a ouvert le contrat. À force, Brigitte connaît bien le personnel. Oui, monsieur... bonjour, c'est Brigitte. Oui, ça va? Oui, oui, ça va. Je venais un petit peu aux nouvelles. Est-ce que vous savez quelque chose? Aucune pour moi. Aucune pour vous. Vous avez des nouvelles, Brigitte? Alors, ben, moi, je vais vous donner une nouvelle. Donc, est condamné à nous payer. C'est pas vrai. Étonnamment, l'agent local n'a visiblement aucune information de sa hiérarchie sur le dossier de Brigitte. Normalement, quand même, rendu du jugement, 8 jours pour payer. Hein. Oui. Si le juge dit qu'il faut qu'on paye, on paye. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Tout à fait. Après, c'est pas moi qui décide, c'est... Je fais le point là-dessus, merci de la nouvelle. Oui. Et vous me rappelez? Bonne nouvelle, voilà. Merci beaucoup. Alors. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Nous sommes à aujourd'hui, à plus de 600 jours de non-paiement de ces contrats. Alors pourquoi ils retiennent l'argent? L'argent, eux, ça leur rapporte gros, parce qu'une telle somme, vous pensez bien qu'eux ne l'ont pas placée à 2 ou 3%. Hein, ils la font bien fructifier, ça leur rapporte bien, ils se gardent un bon capital, hein, quand même, depuis le temps. Parce que je ne pense pas qu'à nous, ils vont nous payer avec des intérêts à 4 ou 5 ou 6%. Hein. Voilà, alors c'est vraiment beaucoup de blabla que je fais depuis 20 mois bientôt et beaucoup de tracas. Le pauvre, tu vois tout ça. Franchement, triste, triste. Brigitte est désemparée. Comment faire pour récupérer l'argent que son père a économisé pour elle durant toute sa vie? De retour à Paris, nous décidons de contacter la supérieure hiérarchique de l'agent local. Elle suit le dossier de Brigitte depuis 2 ans. Oui, bonjour, vous êtes bien? Oui. C'est au sujet du dossier de Madame Poufni, une assurance vie contractée par son papa, monsieur. Je vois la dame, oui, tout à fait. Et dont le capital n'est toujours pas réglé. Elle a un jugement en sa faveur qui condamne à payer. Or, les capitaux n'ont toujours pas été versés. Moi, si vous voulez, je suis l'inspectrice régionale, mais moi, si j'ai pas la communication de la part du siège, je suis une interface. Je ne suis pas décisionnaire en rien dans les dossiers. Après, voilà, je ne peux pas vous en dire plus à mon niveau. Cette responsable ne souhaite fournir aucune explication. Et nous n'aurons pas plus de réponses de la part de la direction, malgré nos multiples appels. Dans l'univers des assurances-vie, nous découvrons un autre scandale. Personne n'en parle, mais les particuliers ne sont pas les seules victimes de compagnies d'assurance et de banques peu scrupuleuses. Chaque année, des milliers de Français choisissent de désigner des associations caritatives comme bénéficiaires de leur contrat. Et ces généreux Français sont loin d'imaginer que leur argent reste parfois bloqué des dizaines d'années sur les comptes des assureurs. Parmi ces associations, Médecins du Monde, une ONG qui aide les populations les plus vulnérables aux 4 coins du monde. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Les assurances-vie léguées rapportent à l'association 1,5 million d'euros par an. François Rubio est le directeur juridique de Médecins du Monde. Et le courrier qu'il reçoit des assureurs lui réserve parfois d'étranges surprises. Alors là, on a reçu, si vous voulez, des lettres des compagnies d'assurance qui nous informent du décès de monsieur qui est survenu le 4 novembre 2006 et nous sommes informés le 19 février 2014. Donc vous voyez, c'est 8 ans après. Alors là, c'est pour une somme qui est de 16 932 €. Oui, c'est Hein, et bon, malheureusement, il y en a encore d'autres comme ça. Donc là, la personne est décédée le 27 octobre 1997. Nous en sommes informés le 22 août 2013, donc 16 ans après le décès de cette personne. Et c'était une assurance vie d'un montant de 7 445,51 €. Ça fait des sommes très importantes qui sont restées bloquées pendant
plusieurs années, quoi. Des versements effectués des années après la mort des donateurs, c'est un manque à gagner pour l'association qui estime que chaque année, près de 2 millions d'euros ne lui sont pas versés. Pourtant, identifier une association, rien de plus simple. Bah écoutez, il suffit de taper sur un ordinateur et sur le web Médecins du Monde et vous retrouverez Médecins du Monde, notre adresse et l'ensemble des missions et des activités de Médecins du Monde. Ces millions disparus ont des conséquences catastrophiques pour Médecins du Monde. Une seule assurance vie bloquée de quelques milliers d'euros, c'est par exemple une campagne de vaccination qui ne se fera pas. Écœuré, François Rubio a décidé de ne rien laisser passer. Dernièrement, il a attaqué au tribunal un très gros assureur qui retenait un legs de plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette assurance vie qui dépassait les 700 000 euros, on a demandé à ce que les sommes nous soient versées avec des dommages et intérêts. Ça n'a pas été accepté. On a donc engagé une procédure contre la en l'occurrence, qui a fini par nous indemniser d'une somme non négligeable qui était de plus de 50 000 euros. Des sommes d'argent importantes que les assureurs conservent parfois pendant des décennies. D'après la loi, au bout de 30 ans, ces capitaux non réglés doivent être reversés à l'État. Alors pourquoi les compagnies d'assurance et les banques s'accaparent-elles l'argent de particuliers et d'associations? Seraient-elles au-dessus des lois? Au Sénat, un homme a décidé d'affronter les pratiques douteuses des assureurs. Hervé Moret, sénateur centriste de l'Eure, est l'un des rares politiques à être monté au créneau. Mais selon lui, les compagnies d'assurance constituent un lobby difficile à contrer. En fait, c'est un sujet difficile, sur lequel il faut avancer pas à pas, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs puissants qui n'ont pas envie qu'on s'occupe trop du sujet. Et puis, quand j'allais rencontrer un conseiller technique à Bercy et que je voyais le président de la Fédération des sociétés d'assurance qui, lui, sortait du bureau de la ministre, je me disais qu'il y avait quelques liens et quelques consanguinités qu'il fallait combattre. Et les sociétés d'assurance ne sont pas les seules, mais elles font partie de ces lobbies puissants et qui n'aiment pas trop qu'on vienne les chatouiller. Après des années de combat, le sénateur a réussi à faire adopter en juin dernier un nouveau texte renforçant la loi de 2008. Les assureurs devront désormais rendre des comptes. Là où on a fait évoluer les choses, c'est sur la transparence, puisque maintenant, chaque année, les sociétés d'assurance vont devoir indiquer le volume des contrats d'assurance vie non réclamés, et ensuite les recherches qui ont été effectuées. Combien de recherches ont été effectuées, combien de bénéficiaires ont été retrouvés, quelle somme ça a permis de retrouver, donc ça va créer quand même un phénomène de transparence très utile. Une transparence qui n'est pas pour tout de suite, car cette loi ne sera appliquée qu'en 2016. En attendant que les assureurs changent leurs pratiques, pour les bénéficiaires floués, c'est un peu l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Dans le Puy-de-Dôme, nous retrouvons Patrick et sa femme Annie. Depuis 4 ans, Patrick essaye de récupérer un vieux contrat d'1 million de francs anciens, l'équivalent de 200 000 euros. Son père est mort il y a 40 ans, et l'assureur a toujours fait la sourde oreille. Mais il y a quelques jours, Patrick a enfin reçu des nouvelles. Alors ça, c'est un papier que j'ai reçu courant décembre, donc le 2 décembre. La compagnie m'annonce qu'elle a bien reçu mon dossier. Et à partir de là, ils m'assurent qu'ils porteront de leur meilleure attention à ma demande. 48 heures après, j'ai donc reçu un appel téléphonique pour me faire une proposition orale pour me dire qu'on me proposait la somme de 472 € à partager avec mes 2 frères. On m'a cité tout un tas d'articles, de pourcentages, de ceci, de cela. J'étais complètement perdu et je lui ai dit, écoutez madame, sincèrement, vous me prenez pour un imbécile. J'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. 472 € alors qu'il en espérait 200 000. Patrick ne décolère pas. Il a décidé de confier son dossier à un avocat. Je ne lâcherai pas. Je suis décidé à aller jusqu'au bout. Même si ça dure longtemps, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Il n'en est pas question. Là, je suis remonté comme une pendule. On arrêtera là. Selon l'assureur que nous avons contacté,
le père de Patrick aurait résilié son contrat en 1954, peu après l'avoir ouvert. Ce dernier aurait alors perdu presque toute sa valeur. Patrick n'en croit pas un mot. Son avocat va demander des preuves à la compagnie. Le dossier risque de se régler devant les tribunaux. Depuis quelques mois, le vent tourne et l'étau se resserre sur les compagnies pour faire appliquer la loi de 2008 obligeant à rechercher les bénéficiaires des contrats. Une autorité de contrôle a été créée. Des gendarmes des assurances, composés d'une équipe de 17 contrôleurs, chargés de mettre leur nez dans les dossiers des vendeurs d'assurance vie. Oui, allô ? Vous avez déjà accordé un délai pour produire les documents. Ça va être maintenant compliqué. Vous pouvez vraiment pas, d'ici vendredi, et notamment les tableaux. À l'autre bout du fil, un assureur épinglé par l'autorité. Mais nous ne saurons pas de quelle société il s'agit. Merci beaucoup, au revoir, madame. Car ici, tout est confidentiel. D'ailleurs, nous ne sommes pas autorisés à poser des questions. À l'autorité, la seule personne qui répond aux journalistes, c'est Fabrice Pesin, son secrétaire général. Quand ses équipes contrôlent les assureurs, parfois ils n'ont pas besoin de chercher beaucoup pour trouver des contrats étonnants. On a en effet constaté des manquements. Parfois, ça se voit très rapidement. C'est-à-dire que quand nous-mêmes, quand on envoie des contrôleurs sur place et qu'on s'aperçoit que dans une compagnie, sur le papier, soi-disant, il y a un assuré qui a, par exemple, un cas qu'on a rencontré, 167 ans, il y a visiblement un sujet. Et ces assurés presque bicentenaires, l'autorité en a trouvé beaucoup. Un des autres manquements concerne des associations caritatives. Pour Fabrice Pesin, l'inertie des assureurs sur ces cas est inexcusable. Ce sont les cas les plus saisissants, c'est-à-dire qu'en effet, le bénéficiaire, une association caritative, connue de tous, l'adresse est facile à trouver. Là, on a du mal, en effet, à comprendre pourquoi les démarches n'ont pas été faites. Et l'autorité de contrôle vient de frapper fort. Suite à ces enquêtes, de très grandes compagnies ont été condamnées. 10 millions d'euros d'amende pour Cardiff, filiale de la BNP Paribas. 40 millions pour la CNP, l'assureur de la Banque Postale et des caisses d'épargne. Et plus récemment, une amende record de 50 millions pour Allianz. Des sanctions qui font peur. Alors pour les éviter, certains assureurs font désormais le ménage dans leurs contrats et commencent à rendre l'argent. Corinne a 48 ans. Assistante maternelle, elle vit en banlieue parisienne avec ses 3 enfants. Elle fait partie de ces bénéficiaires que les assureurs se décident enfin à régler, mais dans son cas, c'est avec 14 ans de retard. J'ai reçu un courrier le 23 janvier 2014 me disant qu'il y a une assurance vie qui avait été souscrite par mon grand-père et dont ma sœur et moi sommes les bénéficiaires. Donc évidemment, je suis très surprise puisqu'il est décédé en 2000 et que là, je reçois ce courrier en 2014. Donc j'ai pensé que ça pouvait être éventuellement une arnaque. Car Corinne ignorait tout de cette assurance vie. Mais 8 mois après ce premier courrier, l'assureur lui vire bien l'argent de son grand-père. Donc au final, ma sœur et moi avons reçu chacune 27 791 euros. Sauf que cet argent, Corinne aurait bien aimé en profiter beaucoup plus tôt. Il y a 14 ans, elle venait justement d'acheter cet appartement avec son mari et de s'endetter lourdement sur 20 ans. J'aurais pu renégocier mon prêt ou placer cet argent pour le faire fructifier, pour envisager par exemple d'acheter plus grand ou pour aider mes enfants. Voilà, il y a plein de choses que j'aurais pu faire il y a 14 ans. C'est une somme quand même, pour moi, importante. Et j'aurais pu voir les choses autrement. Comme Corinne, ils sont des dizaines de milliers de bénéficiaires à avoir attendu des années avant de recevoir l'argent de leurs proches. Alors, comment expliquer une telle inertie de la part des assureurs et des banques? Nous avons cherché à obtenir des explications auprès des 3 compagnies récemment condamnées. Une seule a accepté de nous recevoir, Allianz. L'autorité de contrôle l'a lourdement sanctionnée pour son laxisme dans la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurance vie non réglés. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui.
C'est à Paris, au siège, que nous avons rendez-vous avec le directeur des assurances aux personnes. Et ce que nous décrit ce responsable, c'est une compagnie qui n'aurait aujourd'hui plus grand-chose à se reprocher. Ce que nous reprochait l'autorité de contrôle, c'est de ne pas avoir alloué suffisamment de moyens pour rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, chez Allianz, nous avons une équipe de plus de 100 personnes qui règlent les contrats d'assurance vie arrivés au terme. Et il y a près de 40 personnes qui ne font que régler les contrats anciens pour lesquels le règlement du bénéfice du contrat présente une difficulté. C'est une équipe de 100 personnes qui a été mise en place à quel moment? C'est une équipe de 100 personnes qui est en place depuis, qui a été renforcée par les 40 personnes, récemment. Mais c'est une équipe de 100 personnes. C'est une équipe de 100 personnes qui fonctionne, si j'ose dire, régulièrement. Donc là-dessus, je pense que pour le grand public... je vous entends, hein, mais après, moi, quand je lis la décision, je lis, et l'autorité de contrôle parle d'une infraction massive et prolongée à vos obligations dans ce domaine. Alors aujourd'hui, nous contestons, nous ne partageons pas le point de vue de la CPR sur cette décision. Et nous sommes en train d'étudier cette décision dans le détail pour savoir si oui ou non nous faisons appel. C'est donc très tardivement qu'Allianz aurait mis des moyens en place. Des équipes que nous ne sommes pas autorisés à filmer et qui ont du pain sur la planche. L'assureur affirme avoir encore 15 000 contrats à régler. Un chiffre, d'après nos informations, très en dessous de la réalité. Retour chez Brigitte. Ce soir, avec son mari Alain et leur petit-fils Gaëtan, ils sortent le champagne, car ils fêtent une victoire. Probablement, suite à notre présence sur ce dossier, l'assureur a cédé et versé avec 2 ans de retard l'assurance vie du père de Brigitte. 630 000 €, dont cerise sur le gâteau, 30 000 € d'intérêt sur les 2 années de retard. Vous êtes contente, Brigitte ? Oui, je suis contente. Contente d'avoir réussi à obtenir ce que souhaitait papa, de toute façon, puisque c'était son choix. Et je me suis battue justement pour ça, pour son honneur à lui. Nos parents ont beaucoup travaillé et pas profité de cet argent-là. Donc, s'il nous l'a laissé, c'est aussi pour qu'on en profite. Donc, profiter de faire quoi? Quelques voyages. Changer de voiture. Changer de voiture. Oui, ça c'est toi. Changer de voiture, c'est pas moi. Non, mais les deux contraintes. La majorité, ça fait que... D'accord. Allez, chin, et chin. À papy et à mamie. Hein? À toutes leurs années de labeur.